Bienvenue dans La Voix rayée. Aujourd'hui, épisode 13, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Richard, auteure du podcast Heureux et surdoué. Dans La Voix rayée, nous aimons parler de parentalité, mais aussi du quotidien des parents, et notamment ce que être HPI signifie pour un homme ou une femme. Aujourd'hui, je reçois Sylvie Richard qui a découvert son haut potentiel à l'âge adulte et qui a décidé, pour le comprendre et aider chacune et chacun à mieux se comprendre, de donner la parole à des HPI. Elle a donc créé un podcast qui s'appelle Heureux et surdoué, dont la particularité est de tendre le micro à des HPI qui vont bien et s'épanouissent avec leur profil atypique. Loin de la morosité ambiante et loin des représentations du haut potentiel en mal-être ou dépression chronique. Aujourd'hui, j'ai demandé à Sylvie de nous parler de sa condition de femme HPI, comment elle a découvert son haut potentiel, ce que ça a changé dans sa vie et son point de vue sur la place de la femme HPI dans la société. Sans plus tarder, je vous laisse la rencontrer et je vous souhaite une belle écoute de cette interview. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Bon Sylvie, je suis ravi de t'accueillir sur cet épisode de La Voix rayée. Oui, bonjour Franck, merci. Moi, je suis ravie de te rejoindre ici également. La première question que j'ai pour toi, c'est quand as-tu pris conscience de ton haut potentiel intellectuel ? Alors ça, je peux te répondre très précisément. C'était en juillet 2019, par le biais d'une amie qui m'explique, elle, qu'elle vient de passer le test et que je ressens qu'elle a beaucoup d'émotions, que c'est quelque chose de vraiment très, très important pour elle. Je m'intéresse au sujet, du coup, pour comprendre ce qu'elle est en train de traverser. Et en m'intéressant au sujet, je me rends compte que ça me parle énormément. Et tellement d'ailleurs que ça me déstabilise quand même pas mal, ça me chamboule, enfin bon, ça me questionne. Et en même temps, ça me paraît totalement improbable. Donc, je continue à me renseigner, à chercher des infos sur tout ce que je peux, jusqu'à finir par tourner quand même rapidement un peu en rond, parce que que ce soit blog ou vidéo ou livre, finalement, on retrouve un petit peu toujours les mêmes informations. Et je me rends compte que le seul moyen de confirmer ou d'infirmer, c'est de passer ce fameux test Waze, qui est communément appelé test de QI, qui me faisait un peu quand même flipper, parce que appeler une psy pour lui demander de passer un test de QI, je pensais pas faire ça un jour dans ma vie, vraiment. Mais je l'ai fait parce que cette incertitude était vraiment, vraiment trop inconfortable pour moi. C'était euh, C'était du coup vraiment trop difficile de rester dans le doute. Et surtout que j'avais cette sensation de toujours chercher encore à me comprendre. Je me posais des questions sur qui j'étais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Et je trouvais quand même depuis, enfin là j'avais quand même presque 40 ans, et que c'était un âge où normalement j'étais plus censée me poser ces questions-là. J'ai fait des choix, je suis bien installée dans ma vie, j'ai ma famille, j'ai mon métier, et puis tout ça je l'ai choisi. Et pourtant je continue quand même encore à me poser un milliard de questions auxquelles j'arrive pas à trouver des réponses de façon certaine. C'est comme s'il me manquait une part de moi, en fait, que j'arrivais pas à trouver. Et quand je me suis rendu compte qu'il existait, en fait, cette notion de HPI, qu'il y avait la possibilité de le confirmer par le test, j'ai eu envie de passer le test pour ça, parce que je me suis dit, j'ai peut-être trouvé là, enfin, les réponses que je cherche me concernant. Et au moins, si c'est pas ça, je saurais que c'est pas ça. Je pourrais le rayer de ma liste, mais j'espérais quand même vraiment avoir trouvé une réponse. Pas pour me dire ouais, super, je suis HPI, parce que ça me paraissait vraiment difficilement crédible. Mais j'espérais quand même avoir, voilà, au moins des éléments de compréhension psychologique.
Et du coup, comment cette prise de conscience, elle a influencé, du coup, la perception de toi-même? Bah, en fait, ça m'a permis, déjà, ça a été un soulagement pour commencer, parce que je me suis dit, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Après, j'ai commencé à identifier chez moi des caractéristiques et surtout comment est-ce que ça se traduisait dans mon quotidien. Et en fait, j'ai arrêté de m'en vouloir pour certaines choses qui me paraissaient pas être dans la norme. Où je voyais bien qu'il y avait des trucs, des réactions ou des ressentis ou bien une manière de voir les choses qui n'était pas conforme, qui n'était pas comme la plupart des gens, en fait. Et j'avais ce sentiment d'étrangeté ou d'être un peu à part, un peu différente. Moi, je me voyais pas comme un zèbre, mais par contre comme un caméléon, très clairement, parce que j'avais aussi cette capacité à m'adapter en fonction de mon environnement, des gens qui étaient avec moi, de l'endroit où j'étais, de ce qu'on attendait, en fait, tu vois. Là, j'avais par contre très bien compris cette espèce de grille qu'en fonction des endroits, en plus, moi, j'ai un peu grandi dans deux univers différents, donc j'avais en fait des explications aussi un peu pour tout par rapport à ma propre histoire, mais j'avais pas cet élément de HPI en fait en complément. Et ce que ça a changé, c'est que bah, ça m'a donné beaucoup d'autorisation. Voilà. Et ça m'a fait gagner énormément d'énergie parce que je me rendais pas compte à quel point je dépensais de l'énergie à résister à ce qui enfin, ouais, à dépenser de l'énergie pour être comme on attendait de moi ou à résister à des choses que j'avais envie de faire mais que je n'osais pas faire aussi parce que soit je me disais que j'allais encore passer pour quelqu'un d'instable, soit je me disais que j'en étais pas capable ou que c'était pas pour moi. Maintenant, je me pose plus cette question en fait. Ce qui me fait envie, j'y vais, tout simplement. Et c'était pas du tout le cas avant en fait. À quel point, en fait, cette découverte de toi-même, elle a éclairé ton enfance? Moi, mes parents sont séparés quand j'étais toute petite. Et du coup, j'ai grandi dans deux univers complètement différents. Chez ma mère et chez mon père, c'était pas du tout la même chose. Chez maman, c'était plus compliqué. En plus, mère célibataire, on était deux enfants. Elle travaillait le jour, elle travaillait la nuit. Donc moi, j'avais beaucoup de responsabilités. Je m'occupais de mon petit frère qui avait moins de 3 ans de moins que moi. Elle se reposait énormément sur moi. Et donc là, j'avais plutôt un peu la casquette de l'adulte la béquille, quoi, qui vient en soutien. Chez mon père, c'était complètement différent. Lui était médecin, généraliste. On vivait pas dans le même endroit, enfin, il n'y avait pas la même, le même environnement. On n'écoutait pas la même musique, par exemple. Tu vois, mon père écoutait beaucoup de musique classique. Ma mère, je n'en ai jamais entendu chez elle. Donc en fait, ça a créé deux univers et moi j'avais cette impression, enfin j'ai assez rapidement développé cette capacité à m'adapter en fonction de l'endroit où j'étais pour que ça se passe le mieux possible. Mais ça, je pense que c'est aussi une caractéristique du HPI, surtout quand on l'ignore. C'est-à-dire qu'au lieu d'être encouragé à développer nos compétences, nos capacités, ce qu'on aime, tout ça, on va tout le temps plutôt nous encourager à réussir ce qu'on attend de nous. Et donc, moi, j'avais développé ce truc-là de satisfaire, en fait, tu vois, d'être dans l'anticipation de ce qu'on allait attendre de moi. Et est-ce que tu as ressenti, d'après toi, dès l'enfance, un sentiment de décalage? Est-ce que tu peux, le caractériser à ce moment-là déjà? Oui, le sentiment de décalage, en particulier, par exemple, à l'école, déjà dès la maternelle, ça s'est pas très très bien passé, un peu un sentiment d'injustice exacerbée qui faisait que j'avais des attentes vis-à-vis des autres qui étaient beaucoup trop grandes. Je me souviens d'une fille dans mon école qui m'a mené la vie dure à un moment quand je devais être au début du primaire. C'est pas arrivé beaucoup, mais je l'ai vécu quand même au moins une fois. Et puis scolairement, j'étais tout le temps dans la lune, en fait, j'étais tout le temps ailleurs et j'arrivais pas à faire autrement. On me demandait de rester là, mais en fait, je ne me rendais même pas compte que je partais. Et du coup, ouais, des résultats moyens avec, oui, un sentiment de décalage, ouais, qui a toujours été là, en fait, ce sentiment. Aussi loin que je me souvienne, ouais.
Est-ce que tu as l'impression que d'avoir été une fille, ça a fait que tu as vécu une certaine enfance par rapport à un garçon? C'est très compliqué en fait. C'était très compliqué d'être une petite fille HPI parce qu'en même temps, on attendait de moi beaucoup de responsabilités, beaucoup de soutien, etc. Et en même temps, bah, moi, ça me donnait aussi, si tu veux, une place qui n'était pas vraiment une place d'enfant. Du coup, j'avais pas ma langue dans ma poche. J'avais tendance aussi à dire ce que je voyais et il y avait beaucoup d'incohérences dans les comportements ou des, enfin, ouais, des paradoxes ou des choix où ça n'allait pas, où je disais beaucoup les choses et en fait, on me disait que j'avais du caractère. Mais ça, c'est pas une qualité quand on dit que tu es une petite fille, hein, tu as du caractère, ça veut dire tu as mauvais caractère en fait. Tu n'es pas ce que tu devrais être en fait. Reprends-toi. Tu vois, en gros, le message c'est ça, c'est fais attention. Et d'ailleurs, je me souviens très bien d'un moment où j'étais très très en colère contre mon beau-père qui m'avait dit à un moment, toi tu trouveras jamais de mari. Et en fait, ça m'avait mis, j'étais furieuse, mais comme je pouvais avoir des crises de colère très très fortes, et du coup, tout sortait, quoi. Tout ce que je contenais sortait à ce moment-là. Et je lui disais, mais j'en ai rien à foutre. De toute façon, je me marierai jamais. Mais tu vois, il y a cette attente de, je pense qu'elle est beaucoup plus forte chez les petites filles, chez les enfants, filles, de ouais, de répondre à la demande et d'être dans un moule où effectivement tu dois être douce, tu dois être souriante, tu dois être serviable. On m'avait dit il faut être gracieuse. Voilà. Alors, gracieuse, ça veut dire bah tu souris, tu parles pas trop, tu contraries personne et puis bah tu rends service quoi. Voilà. Ouais, il y a tous ces côtés-là, moi, qui m'ont énormément pesé quand j'étais enfant. Ouais. Ça m'a pas aidé à développer enfin, l'estime de soi. Voilà. Je pense que c'est surtout ça la faille. Tout ça, moi, ça m'a pas aidé à me comprendre. Ça m'a pas aidé à aller vers ce qui m'intéressait. Ça m'a pas aidé en fait à développer mes compétences. En fait, tu vis toujours au travers de l'attente de ce qu'on attend, ce qu'on va te demander, quoi. Donc, je sais qu'après, chez les garçons aussi, hein, il y a un problème d'estime pour d'autres raisons. Mais moi, je pense que ça m'a pas aidé justement à développer une estime forte et solide. Donc, j'avais confiance parce que je savais que j'étais capable de me sortir des situations les plus compliquées et que j'avais du sang-froid et que voilà, j'y arrivais. Mais par contre, j'avais enfin voilà, cette peur de ne pas être à la hauteur, par contre, voilà, tout le temps. Et ça m'a beaucoup, beaucoup freiné quand j'étais enfant ou ado. La peur de décevoir était très, très présente. Donc, c'est vrai que quand j'ai su bah, que j'avais ce système, ce mode de fonctionnement atypique et que j'avais toutes ces possibilités et tout ce potentiel en moi et que c'était validé, bah, en fait, ça a fait exploser toute cette muraille-là que j'avais l'impression qui me pesait. Alors, je ne dis pas que tout est facile et que il n'y a pas des fois où j'ai un peu, enfin, je peux trembler quand même, tu vois. Je n'ai pas une estime peut-être à 200%, mais je pense que je suis pas loin des 100% aujourd'hui. Est-ce que tu peux partager avec nous les principaux défis que tu as vécus en tant que femme HPI dans le monde professionnel? Déjà, la première des choses, c'est de savoir ce qui m'intéresse. Déjà dans mes études, tu vois, dans mon choix d'orientation. Moi, j'ai passé un bac général. Tant que j'étais au lycée, tant que j'avais mon bac en vue, ça s'est bien passé. Mais parce que j'étais sur des rails et je savais, voilà, c'est toujours cette histoire de je savais ce qu'on attendait de moi. Mais le jour où il a fallu que je choisisse une orientation post-bac, ça a été une horreur en fait. Ça a été un gouffre terrible parce que j'étais face à un vide et je savais pas ce que je voulais en fait. Ou alors j'avais pas pris l'orientation qui me permettait d'aller vers ce que je voulais.
Moi, quand j'étais toute petite, je voulais être archéologue ou vulcanologue. Bon, j'ai fait un bac littéraire, donc rien à voir. Mais parce que à un moment, on m'a fait comprendre que archéologue, ça allait être compliqué. Je sais pas si c'était par rapport au fait que je sois une fille, je sais plus en fait. Mais du coup, tu vois, ça a réorienté quand même mon choix de matière. Et du coup, ça correspondait. Enfin, dans ce que moi j'avais comme bac, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui m'intéressait. C'était beaucoup de l'assistante trilingue ou secrétariat ou tout ça, ça m'intéressait pas du tout en fait. Et donc j'ai fait un premier choix vers la fac et ça n'a pas fonctionné, enfin ça n'allait pas et du coup je me suis réorientée vers un BTS tourisme parce que dans le tourisme il y avait l'intérêt pour les autres, pour les pays, la découverte, toute la curiosité de ce monde que j'avais envie voilà, de découvrir. Donc déjà, la première difficulté, ça a été ça, c'était de savoir vers quoi je veux m'orienter. Parce que j'avais cette incapacité, cette difficulté à mettre le doigt sur, sur mes forces et sur ce qui me plaisait. Parce que mes forces n'étaient pas forcément ce qui me plaisait d'ailleurs en plus. Parce que moi, j'étais plutôt forte en français ou en langue. Et ce que j'avais envie de faire, bah, ça ne correspondait pas à ces études-là. Après, là où ça a pu me poser des difficultés, c'est que je me remettais tout le temps en question. Je remettais tout le temps en question mes choix aussi. C'est-à-dire que je me sentais dans une possibilité, dans une carrière, alors que j'avais envie d'en faire 10, 20, 30, je sais pas, il y avait tellement de choses qui m'intéressaient. Ça, je m'en suis rendu compte après, en fait, une fois déjà dans la vie active, en entreprise. À un moment, j'ai commencé à m'ennuyer, j'ai eu envie de changer. Je me suis dit, bah, je vais voir ce que je peux faire. Comment est-ce qu'on commençait à parler pas mal de bilan de compétences, de réorientation, tout ça. Peut-être beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais quand même, on en parlait pas mal. Et en fait, bah là, je me suis rendu compte qu'il y avait un millier de choses qui m'intéressaient et que j'arrivais pas à faire un choix entre tout ça. Donc ça aussi, ça m'a fait douter, tu vois, ça m'a ça m'a maintenue dans un espèce de marasme où j'avais l'impression de piétiner et de pas réussir à avancer. Alors que j'avais envie d'avancer, d'avancer vite et d'avancer fort. Et en fait, il se passait pas grand-chose, quoi. Et dans les relations avec tes collègues de travail, avec ta hiérarchie, est-ce que tu, tu penses que le HPI a pu créer un certain nombre de difficultés, de défis? Bah, oui, parce que toujours cette histoire de décalage qui fait que t'as pas une grande confiance ou une grande estime de toi, ça aide pas dans les relations avec les autres. Moi, j'ai été beaucoup, beaucoup dans l'observation qu'on traduisait par de la timidité qui n'en était pas. Ça, je le savais, mais je savais pas comment expliquer autrement pourquoi j'étais quand même souvent comme ça, un peu en retrait. J'avais du mal à me sentir en confiance totalement, donc à m'ouvrir aux autres. J'avais du mal à trouver ma place et pourtant j'ai commencé par travailler dans une équipe. J'avais l'impression de devoir en faire énormément pour réussir à occuper ma place. Voilà, que ça me demandait un effort en fait. Alors que je me rendais compte que ça devait être quelque chose de naturel. Bah, c'est ça qui est assez étrange, c'est que en fait, tu te vois en même temps faire et tu vois que ça va, enfin, ça va pas, ou tu te rends compte de ce qui ne devrait être différent, mais tu n'arrives pas à le corriger pour autant. Après, je ne peux pas dire que ça n'a pas été. Enfin, j'ai quand même passé des bonnes années. Voilà, j'étais dans une équipe sympa, j'ai noué des relations sympas. Tout était quand même c'était quand même assez difficile. Ça me demandait toujours un effort. Et est-ce que la découverte de ton HPI a modifié ça? Ben oui, parce que le fait que moi je m'accepte déjà beaucoup plus, en fait, ça m'a fait baisser aussi les armes vis-à-vis des autres. Ça m'a donné beaucoup de force, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, j'ai pas peur d'être blessée par une remarque ou par un comportement ou cette peur de décevoir ou de pas être à la hauteur, elle est aussi
Je sais pas, je pense que des fois elle pourrait revenir un petit peu, mais elle est beaucoup moins forte en fait. Puis j'arrive à la canaliser. Elle m'envahit pas comme elle m'envahissait auparavant. Donc en fait, les relations sont beaucoup plus simples. Voilà. Elles sont faciles, donc elles sont plus plaisantes. J'ai plus de joie et de plaisir en fait à échanger avec mes collègues. C'est plus authentique et puis j'ai l'impression d'être moi, alors qu'avant j'avais l'impression de porter ce masque comme si on pouvait pas me comprendre. C'était bizarre, hein. En fait, on me voyait comme quelqu'un de timide et en retrait. Et en fait, moi, à l'intérieur de moi, j'avais l'impression d'avoir un volcan en ébullition permanente, tu vois, que j'essayais de contenir. Et du coup, ça faisait un... Je me disais, mais enfin, j'avais l'impression de pas être comprise, hein. De ne pas être vraiment en lien avec les autres ou que ce lien, il était faussé ou que, en tout cas, ça ne matchait pas comme il faut, quoi. Et ben, du coup, il y avait pas, c'était difficile d'avoir des moments de plaisir et des moments agréables, surtout dans un groupe en petit nombre, deux par deux, tu vois, ou trois, encore ça allait. Mais à partir du moment par exemple, prendre la parole dans une réunion avec toute mon équipe, c'était insurmontable, quoi. Ou alors c'était un moment absolument terrifiant pour moi parce qu'il y avait cette espèce de sentiment de peut-être un peu d'imposture, ouais, ou de bah, moi, j'arrive pas à me comprendre, les autres me comprennent pas non plus et je suis un peu perdue dans tout ça, quoi. Le HPI t'a permis de dépasser ces obstacles-là? Bah, c'est pas le HPI, mais c'est la compréhension, le fait de savoir, voilà, qui je suis, comment je fonctionne, pourquoi j'ai ressenti tout ça en fait. Tu vois, déjà, dans les premiers instants de la découverte, tu repasses en accéléré une bonne partie de ta vie, en tout cas tous ceux où tu as eu une émotion assez forte, tu te dis, ah bah oui, bah donc c'était par rapport à ça. Et donc la compréhension du HPI et le fait que moi, je me sente beaucoup plus en paix avec moi-même, ça fait que les relations avec les autres sont complètement différentes. Et à tous les niveaux, que ce soit, euh, que ce soit mes collègues, mes anciens collègues, mes responsables. Voilà, il y a une relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus de confiance. J'allais te demander justement à quel Mm. point ton entourage maintenant pouvait venir en soutien. Bah, mon mari, c'est le premier à qui j'en ai parlé. Je m'en souviens très très bien. Euh, quand je lui ai dit, mais est-ce que tu crois que je pourrais être au potentiel? Il m'a dit, mais en fait, je te l'ai toujours dit. Mais sauf que moi, je l'entendais, enfin, je l'entendais, bien sûr, mais j'y croyais absolument pas. Ça me paraissait, je me disais, oui, bon, bah, il dit ça parce qu'il m'aime, quoi. Puis voilà, mais il n'est pas objectif, en fait. C'était pas, moi, je pouvais pas l'entendre. Donc le fait que il donne du crédit à ça au moment où moi je commençais à l'envisager, ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, je l'ai fait pour mes enfants aussi. Parce que, à l'inverse de beaucoup de parents qui se découvrent HPI après que le HPI de leur enfant soit révélé, moi, c'était l'inverse. C'est-à-dire que c'est moi qui me suis trouvée confrontée à cette notion en première. Et je me suis dit, ben, si c'est ça et et c'est important, je veux y aller d'abord parce que je veux voir comment ça se passe. Et si ça se confirme, à ce moment-là, je le proposerai aux enfants. Et c'est ce qui s'est passé du coup. Mais de le faire aussi en me disant ça peut être utile pour mes enfants, ça m'a donné aussi évidemment une motivation supplémentaire. Est-ce que la découverte de ton HPI t'a aidé à trouver plus de sens? Est-ce que quelque part ça a redéfini en fait ton rôle de femme dans la société, dans ta famille? Non, je crois pas que ça les redéfinit parce que ça n'a pas changé en fait. J'avais toujours cette vision, moi j'ai toujours eu une vision assez autonome, indépendante. En fait, c'est plutôt que ça m'a autorisée à assumer ma manière de d'être. Là où on pouvait me reprocher avant mon comportement ou mon caractère, comme je te disais tout à l'heure. Et en fait, ça m'atteignait. C'était surtout ça le problème. C'était qu'on me le reproche, mais que moi, j'y apportais du crédit. Et que du coup, j'essayais, même si ça me mettait en colère, j'essayais au final quand même de correspondre à ce que je pensais qu'on attendait de moi. Donc,
Aujourd'hui, je ne vais surtout pas m'embêter avec ça, en fait. Je vois que ça te fait sourire. Oui, oui, parce que tu avais déjà une vision de toi qui était assez caractérisée hein, depuis l'enfance. Et la question, c'était de savoir si le fait de découvrir en fait ce profil cognitif, ça t'avait donné des ailes, ça t'avait fait dépasser peut-être des blocages ou des freins qui existaient et que du coup, en tant que personne, en tant que femme, ça t'avait permis peut-être d'ouvrir des portes que tu ne t'étais pas autorisé jusque-là à ouvrir. Je crois pas. Je crois que ces portes-là, en fait, je les ouvrais déjà avant. Mais la grosse différence, c'est la manière de les ouvrir. C'est-à-dire qu'avant, j'y allais la boule au ventre. C'était vraiment un effort très, très important. J'y allais, mais je me sentais pas légitime, en fait. Donc, voilà, fallait vraiment, vraiment que je prenne sur moi. Ça me demandait, ça me stressait énormément. Je me suis même vue des fois perdre complètement le fil, en fait, d'une présentation, par exemple, parce que j'étais tellement stressée que c'était blackout à un moment dans dans mon cerveau. Donc, quitte à pas avoir une meilleure confiance. Donc, je pense que j'y allais quand même, mais j'y allais dans la souffrance et dans la difficulté. Là, aujourd'hui, où j'y vais avec beaucoup plus de légèreté. Donc, évidemment, ça se passe aussi différemment parce que moi, je le vis différemment. Donc, les gens qui m'entourent le perçoivent aussi différemment. Et puis, je vais aussi beaucoup plus là où moi, j'ai envie d'aller, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait envie. Là où avant, bah, je allais faire passer peut-être ce que je pensais devoir faire avant mes envies, tu vois, ou avant ce qui m'intéressait, avant ce qui me faisait plaisir. Parce que tout ça, je le passais toujours à la moulinette de est-ce que c'est vraiment légitime? Est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et des fois, une fois que je m'étais posé toutes ces questions-là, bah, j'avais plus envie d'y aller. Donc aujourd'hui, comme je me pose beaucoup moins ou voire plus du tout ces questions-là, en fait, je fais beaucoup plus de choses. Et ça me permet de justement de savoir bah, facilement ce qui me va, ce qui me va pas, sans en faire une question aussi d'identité ou sans y mettre un enjeu euh, hyper élevé comme auparavant. C'est-à-dire que si je prends pas le bon chemin, c'est pas grave, je corrige en fait. Je sais juste que c'était pas ça, mais au moins j'aurais essayé. Là où avant, j'aurais pu me dire, oh là là, mais vraiment, je suis nulle, ou j'y arrive pas, ou qu'est-ce que j'ai fait. Enfin, j'étais assez dure avec moi-même, je crois. Je pense. Quelles sont les réalisations dont tu es la plus fière dans ta vie? Ah bah alors la réalisation dont je suis la plus fière, vraiment, c'est ma famille. Ça, il n'y a pas de... Sur le podium, c'est la place numéro une, sans aucun doute. D'après toi, comment est-ce que la société perçoit les femmes HPI actuellement? Mm. Je sais pas si elle les perçoit. J'ai un gros doute là-dessus. Je suis pas sûre qu'elles perçoivent grand-chose. Je suis pas sûre qu'elles perçoivent déjà le HPI en soi. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup d'informations contradictoires, il y a beaucoup d'idées en fait à défaire pour sortir du mythe et puis aller vers quelque chose de plus simple en fait, d'acceptable. Donc je pense que d'une manière globale déjà c'est un sujet très sulfureux, beaucoup plus qu'il ne devrait l'être parce qu'en réalité en fait je sais pas, on lui donne une importance ou c'est pas une importance, mais on le présente d'une manière qui fait qu'on ne peut pas en parler de façon sereine ou difficilement. Et je pense que c'est dommage parce que tout le monde a un peu à y perdre. Et après, bah, y a ces histoires voilà, d'égalité, comme on en a déjà parlé ensemble, où c'est mal perçu, la différence est mal perçue, sauf si c'est une différence qui te fait défaut. Voilà. Si c'est une différence qui fait que bah, tu vas avoir plus de difficultés que les autres,
dans la vie, là, on va dire, ah bon, d'accord, on va bien. Là, on veut bien accepter ta différence. C'est peut-être aussi pour ça qu'on présente toujours le HPI comme la souffrance du HPI, toujours sur cet angle-là des difficultés que ça peut induire dans la vie. Mais tout ce qui va être une différence qui va plutôt te mettre en avant, te valoriser, va être beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, c'est très hypocrite parce que, parce que ça, c'est très présent dans le système scolaire en particulier, parce que y a tout notre système scolaire éducatif qui est basé sur cette égalité. Donc, c'est un modèle pour tous. Et, peu importe qu'il convienne à tous ou pas, c'est à chacun de faire en sorte qu'il te convienne. Mais après, par exemple, en société ou en entreprise, alors je ne parle pas au niveau... après, il y a des choses qui sont plus compliquées entre managers ou dans les relations hiérarchiques, mais on cherche la performance. Ouais, d'une manière, sans rentrer dans la finesse des relations interpersonnelles, mais d'une manière globale dans l'entreprise, quand on travaille, on cherche la performance. On cherche l'innovation, on cherche l'ouverture, on cherche les idées qui vont faire avancer, on cherche l'énergie aussi, tu vois, toujours pour pas se laisser distancer ou pour être en tête, pour innover. Donc, y a ces deux discours quand même assez ambivalents qui font que on a envie d'être bon, mais en même temps, on l'assume pas complètement ou pas toujours. Voilà. Et que du coup, des fois, ça peut être bien perçu, ça peut être ça peut être une force, et parfois non. Moi, la chose que j'ai comprise là dernièrement et qui a été une très très grande leçon pour moi, c'est que en entreprise, je parle, puisque c'est mon cas, il y a beaucoup de HPI qui ont du mal avec le fait qu'ils voient ce qui ne va pas dans l'entreprise. Tu sais, il y a cette vue macro, on voit les choses dans leur ensemble, on voit les choses aussi dans le détail, on voit ce qui ne va pas, et même on voit ce qui pourrait apporter une solution. Et ça, c'est compliqué de le garder pour soi parce qu'on a aussi envie de bien faire, on a envie de proposer, on a envie que ça se passe bien, on a envie que tout le monde soit heureux et que... et du coup, on a envie de proposer tout ça. Sauf que quand on ne te l'a pas demandé, il vaut mieux se taire. Par contre, quand le problème il a été identifié et que l'entreprise cherche une solution, là, ça peut être ça peut être génial, par contre, tu vois. Donc, il faut trouver le bon moment, en fait, et la bonne ouverture pour pouvoir, en fait, exprimer notre créativité ou nos possibilités, et puis se sentir assez en confiance aussi, tu vois, pour le proposer. Et à ce moment-là, est-ce que être un homme ou être une femme HPI, ça fait une différence? Alors, moi, si je pense à mon expérience récente, je dirais que ça n'aurait pas fait de différence par rapport à cette expérience-là précise à laquelle je pense. Maintenant, il est clair que il vaut mieux être un homme HPI qu'une femme HPI, c'est quand même plus facile en entreprise. Parce que mais c'est pas que la responsabilité de l'entreprise, c'est parce que toute la société baigne encore là-dedans et que même quand les hommes voudraient que ce soit différent, ils sont confrontés à des difficultés qui font que c'est pas si simple en fait à mettre en œuvre. Je sais pas comment le dire sans rentrer trop dans les détails, mais par exemple, c'est difficile de faire rentrer au CODIR, de faire une égalité homme-femme, tu vois, dans les sphères dirigeantes, parce qu'il y a aussi moins de femmes qui vont faire des études ou qui vont prendre ces places-là, en fait. Parce que depuis l'enfance, elles sont baignées dans cette situation de t'es gentil, tu souris, tu fais ce qu'on te demande, surtout tu prends pas trop de place, tu parles pas trop fort, tu te mets pas en colère, tu râles pas quand on te marche sur la tête, tu continues à sourire, tu dis merci, même si c'est possible, voilà. Et du coup, ça crée cette différence en fait où
même quand on voudrait trouver des personnes, enfin, on voudrait créer une égalité, parfois on n'y arrive pas, par manque de profil. Mais on le voit même dans les études, on sait que les femmes, même si les jeunes filles sont plus brillantes dans les études scolaires, arrivées à un certain niveau, elles vont moins se permettre des études brillantes parce qu'elles vont elles-mêmes aller vers des choses, voilà, elles vont pas s'autoriser en fait ces études-là, ou de manière beaucoup moins nombreuse. Quel conseil donnerais-tu à d'autres femmes qui découvrent leur HPI ou qui, comme toi, commencent à penser que peut-être elles seraient concernées par le haut potentiel? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce que je dirais, c'est déjà, bah, n'ayez pas peur de chercher en fait à savoir et de confirmer. Faites ce qui est bon pour vous pour acquérir cette confiance, cette estime, cette certitude que vous avez votre place. Et si ça doit passer par un test de QI, bah, il faut oser y aller. Voilà, il n'y a pas de honte. Si jamais ça marche pas, c'est pas grave en fait. Ce sera différent, mais je pense pas qu'on se pose cette question-là par hasard. Je serais très curieuse de savoir combien de personnes passent des tests de QI pour au final ne ressortir avec un résultat qui ne soit pas validé en fait. Je sais pas si on a vraiment beaucoup. Ce que je dirais, c'est faites ce qui vous fait plaisir, voilà. Et essayez d'aller vers ce qui vous fait plaisir et autorisez-vous à être vous-même sans vous juger, sans vous brider, sans vous limiter, simplement pour essayer de plaire ou de correspondre à quelque chose qui finalement vous correspondra, ne vous ira jamais en fait. Donc la vie, elle est beaucoup trop courte pour qu'on passe tout notre temps à ça. Et puis en plus, je pense que je suis convaincue que le monde en a besoin aussi. On a besoin de cet équilibre. On a besoin on a besoin que les HPI d'une manière générale, mais aussi que les femmes HPI osent prendre leur place et prendre la parole et exprimer leur point de vue. Formidable. Et bien voilà le mot de la fin. On va s'arrêter là pour cette interview. Merci beaucoup Sylvie d'avoir participé. Je t'en prie. Merci à toi, Franck, de m'avoir donné cette possibilité. On se retrouve sur ton podcast Heureux et Surdoué. Et à très bientôt. À bientôt, Franck. Merci à toi. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec vos connaissances qui aimeraient en savoir plus sur le HPI. La voix rayée, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.